Nous sommes aujourd'hui à Levallois. Faites entrer Dominique Rizet. Bonjour Dominique. Bonjour Ludovic, bonjour Handicap TV. Alors, Merci d'être venu jusqu'ici. Dominique, je t'appelle plutôt Dominique ou mon colonel? Parce que je crois que tu es gendarme réserviste, c'est ça? Je suis dans la réserve citoyenne. C'est pas la vraie réserve opérationnelle, c'est une réserve constituée d'ambassadeurs de la gendarmerie. C'est comme ça que ça a été voulu. Donc des gens qui ont affaire avec la gendarmerie, qui sont un peu des représentants. Ceci dit, je crois que j'ai jamais eu aussi peu de rapport avec eux, professionnels de boulot, que depuis que je suis colonel. Voilà. Peut-être que je dis des choses qui les dérangent ou qui leur plaisent pas toujours. Alors, le journalisme, tu es tombé dedans très jeune, puisque déjà à l'armée, tu étais journaliste. Est-ce que quand tu étais ado, au lieu d'être, je sais pas, en admiration devant les camions rouges de pompiers, toi déjà, tu pensais déjà aux journaux et la plume? Alors écoute, j'y pensais. J'y pensais parce qu'on avait un professeur en CM2 qui s'appelait Monsieur Lagenest, à Gueugnon, ville ouvrière, où mon père était ouvrier, aux aciéries, aux forges de Gueugnon. Et Monsieur Lagenest, eh bien, il nous avait fait faire un journal scolaire. Donc on écrivait des articles. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Alors j'avais écrit un article, j'avais raconté une partie de chasse avec mon père qui s'était entravé, il avait monté, tu sais, une haie. Il y avait un échalier et il s'était entravé, il était tombé, le fusil s'était planté en terre. Et mon père, quand il jurait, c'était à peu près long comme ça, tu vois. Donc j'avais raconté cette histoire et puis il y avait mon nom en bas, Dominique Rizet. Puis c'était à l'époque, je crois que c'était Ronéotypé. Et on faisait un petit dessin, donc j'ai fait un dessin qu'on coloriait et donc c'était le journal de classe. Et j'étais super fier. Donc c'est à ce moment-là qu'est née la vocation de journaliste? Ouais, puis j'aimais bien écrire. Moi, j'aimais bien les poètes, j'aimais bien les chanteurs. Bon, j'écoutais les Stones, évidemment, mais les chanteurs à texte. J'écoutais Jean Ferrat, Jacques Brel, Léo Ferré. On s'asseyait avec des copains. Et puis, on rêvait. J'écrivais des poèmes d'amour à mes copines. Ouais, comme ça, les poèmes. Alors Dominique, tu as commencé ta carrière dans la presse écrite. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est à partir des années 2000, Faites entrer l'accusé, que tu es devenu aujourd'hui médiatique? Alors, oui. Ouais. Et je le regrette. Je le regrette pour tous les journalistes qui travaillent dans la presse écrite, qui font un super boulot dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Moi, j'étais dans la presse hebdomadaire régionale, j'étais aux Nouvelles de Versailles. Ensuite, je suis allé au Parisien, presse nationale, à François, presse nationale, Figaro. Mais il y a beaucoup de journalistes dans la presse quotidienne régionale. Je pense à des copains qui travaillent dans la PQR. Je pense à des potes comme François Barrère, qui est au Midi Libre, qui sont des super journalistes, qui sont vraiment des journalistes d'investigation, qui font leur boulot, qui écrivent bien, qui ont le souci du journalisme et dont on parle jamais et qu'on connaît pas parce que il faut, voilà, parce que tu vois, il faut bosser à la télé pour être connu. Moi, je trouve ça dommage. Alors ouais, moi j'en profite, bien sûr, j'en ai profité parce que voilà, on dit maintenant, bah ouais, Dominique Rizet, mais il y en a plein des Dominique Rizet. Enfin, et puis il y en a sûrement des meilleurs que moi. Ce qui est dommage, c'est que bah voilà, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de croiser un gars qui leur a dit tiens, viens t'asseoir devant la caméra et raconte ton histoire ou raconte une histoire. Alors depuis 2012, tu es rentré à BFM et je me suis posé une question, et je pense qu'on est nombreux à se poser cette question. Comment tu fais? Tu as un logement de fonction sur place, ton appartement est dans l'immeuble, je sais pas, mais il se passe un événement, dans les minutes qui suivent, Dominique Rizet est déjà à l'antenne. Alors écoute, c'est pire que ça, parce que BFM, c'est 30% de mon activité. À côté, je fais plein d'autres choses. En fait, je suis sur 5 chaînes. C'est pas normal, mais je suis sur 5 chaînes. Je suis sur BFM, sur France 2 avec Faites entrer l'accusé, sur Planète Justice avec Mémoire du crime, une série documentaire, j'en fais 8 par an, 8,52. Sur RMC Découverte avec Victime, une série, on fait 8 par an aussi, des 52. Et celle de Planète Justice, elle est rediffusée sur C8, donc 5 chaînes. Donc BFM, c'est une partie seulement de mon activité. Ce qui fait que, en fait, à BFM, j'ai mon sac de sport sous la table et à 300 mètres, il y a l'Aqua Boulevard. Donc j'y vais au moins 3-4 fois par semaine. J'ai là-bas ma douche, j'ai tout mon matériel dans mon sac. Si je fais de l'antenne, je fais super gaffe à mon temps de sommeil. Il faut que je fasse du sport. Si je fais du sport, je suis opérationnel. Si j'en fais pas, je suis pas opérationnel. Donc je dors assez peu, je dors assez vite quand je me couche. J'ai un temps de récupération qui est correct si je fais pas de conneries, si je vais pas picoler avec mes potes, ce que j'adore faire. Hein. Si je bouffe pas n'importe quoi, donc et puis quand je suis dans l'action, quand je suis dans le truc,
je suis tellement dans mon élément, c'est comme si on me prenait de l'eau salée, qu'on me mettait dans l'eau douce, alors que je suis fait pour l'eau salée, tu vois. Et l'info, cette info en continu, bon, je connais ça depuis 5 ans. Mais en fait, tous les gars qui vont faire l'action, les flics, les mecs du RAID, les mecs du GI, les mecs de la BRI, les juges, les avocats, bah, je les connais, quoi. Donc je peux décrocher mon téléphone, leur dire, dis-moi, Coco, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas toujours forcément une bonne chose. Et une bonne réponse systématique. Oui. Alors, justement, mais ça ne répond pas à ma question, mais comment tu peux arriver aussi vite dans le studio quand justement il vient de se passer quelque chose, quoi? Tu es bipé, on t'appelle et tu as un temps de réaction comme un pompier, je sais pas comment ça se passe. J'habite à une petite dizaine de kilomètres de BFM, et surtout je fais du 2 roues. Et j'ai 2 scooters, 2 T-Max, les 2 mêmes avec le plein chacun. S'il y en a un qui ne démarre pas, l'autre démarrera toujours. Et là encore, même chose que le sport, il faut être opérationnel dans la vie, il faut se préparer. Donc j'ai la radio sur mes 2 T-Max, j'ai fait mettre la radio, j'écoute France Info en permanence. J'ai mon téléphone, j'ai un casque de moto avec un système pour parler comme tout un tas de motards. Et dès que ça part, ben, en venant ici, à cette interview, j'étais à moto, BFM m'a appelé. Tout à l'heure, je vais aller à l'antenne pour parler de l'affaire Grégory, parce que le procureur général a reçu des menaces. Tout ça dans mon casque, mais je l'ai entendu aussi, juste 30 secondes après, sur France Info en roulant. Alors tout à l'heure, tu nous expliquais justement les relations que tu peux avoir avec des avocats, des juges, etc. Ça peut parfois aider ou pas. Est-ce que justement l'affaire de la tuerie Chevaline reste un très mauvais souvenir pour toi? Pas du tout. Pour moi, c'est un excellent souvenir. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça le mauvais souvenir pour moi. C'est autre chose. Mais Chevaline, c'est pas du tout un mauvais souvenir parce que Chevaline, j'ai juste fait mon boulot de journaliste. J'ai récupéré des photos qu'on m'a données, que quelqu'un m'a données, bien évidemment. Ces photos, on les a montrées. On n'a rien montré de scandaleux, d'horrible. On a mosaïqué. Il y avait une victime, Sylvain Mollier, qui a été mosaïqué. On ne pouvait pas le reconnaître, on ne pouvait pas le voir. On a montré des photos prises d'un hélicoptère, donc à 200 ou 300 mètres, où on voyait le toit de la BMW. Et ce qui était important, c'est qu'elle avait fait un demi-tour. On avait vu que le conducteur s'était fait tirer dessus au moment où il faisait demi-tour. C'était important parce qu'au sol, on ne le voyait pas, mais vu d'hélicoptère, on le voyait. On a montré des photos qui étaient montrables. Et la semaine où on nous a attaqué dans l'affaire de Chevaline pour recel de violation du secret de l'instruction, atteinte à la dignité d'un cadavre, révélation d'une scène de crime. Dans Match, cette semaine-là, il y avait 10 pages sur la Tchétchénie et il y avait des morts à toutes les pages. Des morts de plusieurs jours, visage bleu, ça choquait personne. Bon, en tout cas, dans Chevaline, je continue, j'ai fait mon boulot. Le procureur de la République a voulu avoir absolument ma tête, ça n'a pas marché. La première fois, j'ai été condamné pour recel de violation du secret de l'instruction. Les 2 autres chefs de mise en accusation sont tombés. Et en appel, on a été relaxé. On a été relaxé parce que on a considéré qu'on ne pouvait pas me condamner pour recel de violation du secret de l'instruction, alors qu'on n'avait pas le violeur du secret de l'instruction, c'est-à-dire l'enquêteur, ou le juge, ou le greffier, ou l'avocat qui m'avait donné les photos. Et c'est dommage parce que je pense que la profession aurait dû plus réagir. Chaque jour, on nous rogne un peu plus les ailes. Vous voyez ? Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit pouvoir voler, se déplacer. Et on est dans des basses-cours maintenant, tous parqués, avec des grillages. Il ne faut pas sortir de ça. L'info que vous pouvez donner, l'info qu'on peut donner, c'est celle-là. De l'autre côté du grillage, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et c'est pas ça le journalisme. Il faut s'envoler. Albert Londres, il s'est envolé. Je ne suis pas Albert Londres, hein, et je ne me compare pas à Albert Londres. Mais Albert Londres, il volait. Il avait des grandes ailes et il volait. Il lui fallait longtemps pour arriver sur place. Aujourd'hui, on nous rogne les ailes. Dès qu'on fait quelque chose dont eux considèrent que ça déborde, crac. Coup de fil au patron du journal. Il va falloir le calmer, celui-là. Il en fait un peu trop. Hein. Donc ça retombe. Ensuite, tout le monde a la trouille. Les rédacteurs en chef ont la trouille. Les directeurs de la rédaction ont la trouille. Il ne faut pas trop en faire. Il faut faire gaffe. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Sur Chevaline et sur ce procureur de la République, Éric Maillot, qui m'a attaqué, il faut quand même qu'il sache qu'il y a 10 ans, on parlait de supprimer le secret de l'instruction. C'était dans les tuyaux. C'était quelque chose qui allait se faire, qui était prêt à se faire. Et c'est quelque chose qui se fera un jour.
Son combat, il est rétrograde. C'est un combat de vieux magistrats poussiéreux. Et un jour, le secret de l'instruction, il disparaîtra. Voilà. Il a voulu me faire taire, ça n'a pas marché. Alors Dominique, on revient sur une affaire brûlante en ce moment, c'est l'affaire Maëlys, un dossier très brûlant pour les médias. Comme beaucoup, je suppose que toi aussi tu dois avoir des convictions qui t'appartiennent. Voilà. C'est compliqué de rester neutre quand on donne des explications à la télé et qu'on a quelque part en soi des convictions. Ouais, c'est très difficile de rester neutre. Et puis au fur et à mesure qu'on évolue, quand on prend de l'âge, on a aussi des idées qui changent parce qu'on évolue aussi dans sa tête. Je dirais que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus... Moins tolérant. Ouais, c'est ça. J'étais moins tolérant. Je pense, je vais dans une école de journalisme de temps en temps parler, je fais ça gracieusement, je vais voir les élèves, et je les sens durs, quoi. Ils ont 20 ans, ils sont durs. Sur l'affaire Maëlys, il y en a qui disent, mais on peut le faire parler, ce type, il y a moyen de le faire parler. Non, on est une démocratie. On lui pose des questions. S'il veut répondre, il répond. S'il ne veut pas répondre, il ne répond pas. On n'est pas un pays sur une autre planète où on crève les yeux des gens pour les faire parler. C'est pas comme ça que ça marche. Plus jeune, j'étais moins tolérant. Plus je vieillis, plus je deviens tolérant. Plus j'essaie de trouver des excuses aux gens. Plus j'essaie de... Alors, les victimes, elles sont toujours là. Hein. Les victimes, elles souffrent. Mais, je veux dire, ceux qui commettent des actes qu'on qualifie barbares, monstrueux, ce sont des hommes. Et je crois qu'il ne faut pas se départir de ça. Et que si on n'arrive pas à faire la différence entre l'homme et l'acte qu'il a commis, on ne pourra jamais s'en sortir et comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il passe à l'acte et qu'il fasse des choses pareilles. Est-ce que c'est psy? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est des gens qu'on n'a pas su regarder? Est-ce que c'est des gens qui nous renvoient en pleine gueule des trucs qu'on n'a pas vus? C'est le handicap. C'est le handicap, Ludovic. Avant-hier matin, j'étais à la salle, à l'Aqua Boulevard, et je discutais avec un gars formidable qui s'appelle Gino. Gino, il est handicapé, il a fait une méningite à 1 mois et demi, il marche un peu de travers, il fait de la muscu, il est taillé quand même, et il a du mal à parler. Et il me disait, tu vois, il est comptable dans une entreprise, il va bosser. Il m'a dit, moi, j'ai jamais rien demandé. J'ai pas demandé d'aide, j'ai rien demandé. Mes frères et sœurs me regardent plus. Je vis tout seul dans mon petit appart à Clamart. Je prends mon bus, je me lève à 3 heures du matin, ce qu'il me faut 2 heures pour me préparer. À 5 heures, je descends, je prends le bus et je vais travailler à Rueil-Malmaison en bus et je reviens le soir. Je ne demande rien à personne. J'avance parce que je peux compter que sur moi. Et ils me disent, ce qui est terrible pour moi, c'est le regard des autres. Le regard des autres sur moi qui se disent, pourquoi il a la gueule de travers celui-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il ne va pas me sauter au visage? Et puis est-ce que je ne vais pas attraper ce qu'il a? Tu vois? Eh bien c'est comme ça dans la société. C'est comme ça. Tous ces gens, il faut qu'on les regarde. Donc je pense que j'ai bien changé. J'ai tellement changé que jeudi matin, je serai à la cérémonie d'incinération de Patrick Henry parce que j'allais le voir en prison. C'est un tueur d'enfants. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu peux trouver un mec comme ça? Je lui trouve rien. Je l'ai rencontré un jour en prison, j'allais voir quelqu'un d'autre. On a discuté. Je suis retourné le voir. Je suis allé le voir à Lille, dans son petit appartement de la Madeleine. Ouais, on devait faire une interview. On avait une interview, on devait faire un entretien. Il m'a dit un jour, je voudrais te faire des confessions. Il avait rien. C'est sa sœur qui n'était pas d'accord. Sa sœur Nicole qui m'a envoyé un texto en me disant, je t'interdis de faire ça, Dominique. Je trouve que c'est dommage. Il avait des choses à dire et puis ça ne la regarde pas, c'est la vie de son frère. Alors justement, on inverse un petit peu le rôle des questions puisqu'on était sur le handicap et on allait terminer cet entretien là-dessus. Homme de télévision, est-ce que tu penses que les personnes justement handicapées sont suffisamment représentées dans les médias ou est-ce que le handicap peut encore faire peur aujourd'hui? Alors, réponse à la première question, non, les personnes handicapées ne sont pas assez représentées dans les médias, à l'évidence, et ça n'est pas normal. Deuxième question, est-ce que le handicap fait peur aujourd'hui? Bien sûr que le handicap fait peur, parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, il nous renvoie à ce qu'on est, et à ce qui pourrait nous arriver, et à ce qu'on pourrait ne plus être. D'autonome, d'indépendant, d'intellectuel, parce que le handicap, il peut être aussi... Donc tout ça, ça fait peur. Je crois que tout ce qui est différent fait peur aux gens. Et moi, je trouve bien dommage qu'il n'y ait pas des handicapés qui travaillent dans des rédactions. J'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps,
un garçon qui a travaillé dans un cabinet ministériel, qui est handicapé lourdement, lourdement dans un fauteuil qui ne peut pas bouger ses bras électriques, avec une manette, vraiment handicapé lourdement, mais un cerveau, quoi. Un cerveau qui aimerait avoir tout un tas de valides. Et ce garçon-là s'est arrêté dans ce cabinet ministériel parce que ça passe vite. Hein. Il s'occupait de la com, il cherche du boulot dans une rédaction. Il m'a dit, je suis quand même... quand j'arrive, je comprends bien, on me regarde et je suis pas montrable, quoi. Et c'est absolument absurde. C'est absurde. T'as envie qu'on reparle de 2015 et de l'hypercachère? Alors, écoute, maintenant ça va mieux. Maintenant ça va mieux. Pendant très longtemps, ça m'a vraiment... cette histoire m'a vraiment perturbé. Mais profondément. Tu vois, la cicatrice, elle existe encore. Bon, elle est refermée, mais elle est toujours visible. Ça a été compliqué pour moi parce qu'en fait... tout se passait bien, vraiment tout se passait bien. On était bon sur le traitement de l'information, on était prudent, on avait fait vachement gaffe. Moi j'ai tous mes potes qui me filaient des infos, hein, des flics en direct, hein, des gendarmes. Et on avait fait gaffe. Et là, l'avait eu lui directement au téléphone? Oui, on l'a eu au téléphone, oui, directement. On l'avait eu, il avait appelé à la rédaction. Hein. On le savait, moi j'étais à l'antenne, on le savait, on ne l'avait pas dit, on n'avait pas donné les directions de fuite, on avait fait super gaffe, on a été prudents comme des sioux. On avait reçu la carte d'identité des frères Kouachi qui avait été retrouvée dans la voiture, on l'avait eu très vite, on ne l'a pas donné. À côté de moi, j'avais Alain Marceau qui avait été patron de la section du parquet antiterroriste. Et il était à côté de moi l'antenne quand je l'ai reçu sur mon téléphone, je lui ai montré, il m'a regardé, je ne l'ai pas donné, j'ai fait attention. Et là, patatras. Putain, le vendredi à 15h, je me prends les pieds dans le tapis, j'ai ce truc sur ma feuille, j'ai ce copain qui me file l'info, flic qui me rappelle, qui me dit écoute, il ne peut pas bouger. Il y avait une femme dans la chambre froide, mais elle a dû réussir à sortir. En fait, celui qui était sorti, c'était Lassana, l'employé africain. Donc j'ai dit bon, c'est bon, quoi. Puis je dis bon, il y aurait une femme dans la chambre froide, mais elle aurait réussi à sortir. En fait, c'était pas il y aurait, c'était il y a, et c'était pas une, c'était 6. Alors, après des copains flics, hein, on dit ils pouvaient pas bouger, de toute façon, ils pouvaient plus descendre dans la chambre froide. S'ils passaient, ils passaient devant nous. Voilà quoi. Mais si tu veux, ce que j'ai eu du mal à vivre, c'est la violence des attaques de mes confrères. Tu sais, les journalistes, quand ils n'ont pas d'infos, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent ceux qui en ont. C'est un principe. Hein. Et puis, je pense que j'ai aussi morflé parce que BFM a tellement cartonné. BFM a fait de telles audiences. Moi, j'étais pas là pour faire de l'audience pour BFM. Hein. J'ai des infos, j'ai des copains qui, tu vois, je veux dire, je pourrais être sur TV Handicap, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Mais je pense que j'ai aussi morflé pour BFM parce que comme BFM avait fait de l'audience. Voilà, encore une fois, je veux dire, quand ça marche pour toi, les autres voient toujours ça d'un mauvais œil. Tu vois, c'est pas bien. Mais les attaques ont été violentes. Hein. Ça a été hyper violent. Alors, cette rencontre serait incomplète si on ne parlait pas de ta passion pour le canoë-kayak. T'en es moniteur. Est-ce que ça t'est arrivé aussi d'entraîner des personnes en situation de handicap? Non, jamais. Jamais. Et tu vois, quand tu le dis maintenant... Alors, j'avais un copain qui en faisait avec moi qui s'appelait... Joël Siron, je ne sais pas si son frère s'est tué à moto, je pense que Joël vit encore, je ne sais pas. Joël Siron, il est handicapé, il a eu la polio. Mais il était très très bon parce que il avait du mal à marcher, donc de temps en temps il était un peu dans un fauteuil, mais pas tout le temps. Donc à l'école, il arrivait à monter les marches, c'est compliqué, mais il avait des bras d'enfer parce que il comptait surtout sur ses bras, mais bon, il était très bon en kayak, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de l'entraîner. Mais jamais, j'ai entraîné des jeunes, ouais, mais j'ai jamais entraîné des handicapés. Ça me ferait un peu peur quand même, parce que la rivière, bon, quand on est sur du plat, ça va, mais nous on faisait beaucoup d'eau vive, hein. On faisait vraiment des grosses rivières. Parfois, il faut aller chercher ton pote quand le kayak se retourne. C'est risqué, non. Enfin, tu vois, tout dépend du handicap. Tout dépend du handicap. J'ai envie de dire, comme je te vois là, tu pourras en faire. On te met un gilet, tu vas sortir de ton kayak, tu as tes bras qui bougent, tu vas bouger tes bras, il n'y a pas de problème. Un gars qui ne peut pas bouger ses bras, ça va être compliqué, ça va vite devenir compliqué. De toute façon, comme pour tout sport, hein, il faut passer une visite médicale qui te dit si oui ou non tu es apte à passer ce sport. Donc je pense que la personne en situation de handicap serait passée devant un médecin qui lui dirait si oui ou non il peut exercer ce sport. Ouais, quand on fait de la compétition, ouais, remarque non, c'est même pour en faire au quotidien, il faut une licence et la licence, c'est ouais.
Alors Dominique, on va conclure sur les chaînes d'information en continu, bien naturellement. Est-ce qu'elles ont donné un autre regard sur l'information et est-ce que parfois il faudrait prendre un petit peu plus de recul? Oui, elles ont donné un nouveau regard sur l'information parce que ça va très vite, ça va très très vite, et on n'était pas habitué à ça. Oui, il faut qu'on prenne du recul parce qu'elles vont tellement vite que parfois, avant même que l'information soit tombée, il faut déjà la donner. Donc c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a un public pour ça. Il y a un public pour les chaînes d'infos. Il y a des gens qui adorent l'info en continu. Les télés d'infos en continu, elles sont dans tous les ministères allumées, dans toutes les administrations, dans toutes les salles de marché. Il y a une chaîne d'infos qui est allumée. C'est quelque chose d'utile et c'est quelque chose qui donne de l'info très importante sur le moment. Ça peut faire varier la bourse, il peut se passer tout un tas de choses. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui poussent derrière. Il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'antenne et qui viennent te dire vite, 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 Coco, là, il faut confirmer cette info là. Quoi, Patrick Henry est mort, t'en es sûr? Qui est-ce que essaie de recouper l'info, il faut qu'on la donne, il faut qu'on soit les premiers à la donner. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose. Moi, je trouve que dans ma carrière de journaliste, 37 ans maintenant, ça aurait été passionnant, quoi. Ça aurait été passionnant. Je veux dire, avoir commencé par la presse écrite régionale, être passé par un journal quotidien, Le Parisien, j'ai fait du fait divers, François, où j'ai fait du grand reportage de l'étranger, Le Figaro Magazine, où là, il fallait écrire autrement, c'était des longs papiers, il fallait éditer ces papiers, et puis partir avec des grands photographes, faire des reportages, et puis ensuite faites entrer l'accusé, du documentaire, du débat, Justice Hebdo, un débat que j'animais sur Planète Justice, et l'info en continu. Il me manque un truc, c'est la radio. Voilà, il me manque un truc, c'est la radio. J'aimerais bien faire de la radio, j'aimerais bien raconter des histoires à la radio. Tu sais, dans quelques années, il y aura certainement Pierre Bellemare à remplacer. Hein. Un jour, je l'ai rencontré, c'était son anniversaire. Et il le fêtait, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, il était invité. Et il avait invité 2 personnes. Jacques Pradel, il le connaissait, et moi, il ne me connaissait pas. Et j'étais quand même, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Et j'étais vachement intimidé. J'étais vraiment intimidé. Je lui ai dit, vous avez, vos histoires, elles ont bercé mon enfance. Alors donc, on était des fils d'ouvriers. Et comme on n'avait pas grand-chose à faire, on allait à la pêche dans la rivière. On pêchait un poisson immangeable qui s'appelle le hotu. On pêchait ça dans la roue. C'est un poisson plein d'arêtes, mais ça se débat. Donc, on pêchait avec eux. Et on avait une petite radio avec mon pote, mon voisin, une petite radio Optalix. Tu vois, les petites radios de couleur Optalix, tu vois. On avait ça et on écoutait à 13h les dossiers d'Interpol, Pierre Bellemare. Et comme on se marrait, mon pote disait, allez, il appelait ça Pierre Bellepol, les dossiers d'Intermar. Ça m'a toujours fait rigoler. Bon, c'est pas très drôle, mais c'est un souvenir d'enfance. Et je l'ai dit à Pierre Bellemare, ça l'a fait rire aussi. Voilà une voix de la radio qui a bercé plusieurs générations, quoi. Ouais, alors moi je me souviens de lui, je me souviens aussi d'Alain Decaux. Tu te souviens de ces émissions? Alain Decaux raconte, quand même, le gars, il était tout seul à une table avec un verre d'eau posé et il racontait des histoires en bougeant les mains, caméra fixe. C'était quand même, c'est un autre monde. Aujourd'hui, ça serait inconcevable. Mais on l'écoutait, toute la famille devant le poste, et on le regardait en noir et blanc et on l'écoutait. Eh ben merci Dominique pour ces confessions et puis à très bientôt sur Handicap TV. Eh ben c'est un plaisir. Merci et bravo pour ce que vous faites.